Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour Mehdi. C'est un plaisir de vous recevoir une nouvelle fois. C'est un plaisir de vous recevoir une nouvelle fois dans la matinale de Mehdi 1 TV. Vous êtes, rappelons-le, analyste politique et président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et vous avez publié une tribune très intéressante à propos de l'Occident. L'Occident qui n'aurait plus le monopole mondial, ou en tout cas qui serait peut-être en train de le perdre. Nous sommes à quelques jours du G7. Le G7, cette réunion des grandes puissances mondiales qui aura lieu à Évian, en France. Et vous nous dites, finalement, les Occidentaux ont peut-être déjà perdu la main, peut-être même qu'ils sont en train d'essayer de s'agiter dans l'eau sans savoir réellement nager, compte tenu de ce qu'est en train de préparer ou de faire la Chine et les autres grandes puissances. Il y a aussi l'Inde et également la Russie, même si la Russie est encore en guerre. Oui, alors c'est une tribune qui est parue, ou qui va paraître dans le JDD, qui est déjà sur le site du JDD, à l'aune donc du sommet du G7 d'Évian. La France préside cette institution pour l'année 2026. Il y avait déjà eu plusieurs réunions, notamment là, sous les yeux, une réunion du ministre des Finances. Et la planète aura rendez-vous, entre guillemets, à l'invitation du président Emmanuel Macron à Évian. Quand j'ai dit la planète, maintenant on a l'habitude. La précédente édition du G7 à Biarritz en 2019 l'avait montré. La photo de famille est beaucoup plus grande que les 7 puissances occidentales qui existent depuis 1975 dans une forme qui était amoindrie. On a commencé à 5, puis on est passé à 6, 7, puis 8. La Russie est sortie du G8 précisément après avoir envahi l'Ukraine, oui, une partie de l'Ukraine, la Crimée, en fait, elle a été suspendue et finalement exclue. Et puis, évidemment, cette réunion d'Évian démontre, comme vous le montrez, un affaiblissement, une moindre attractivité de l'Occident. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a la bonne formule. Il ne parle pas de un bloc occidental qui s'opposerait au Sud global, qui n'est pas aussi unifié et aussi coopératif qu'il ne l'indique, mais plutôt parlerait d'un monde non occidental ou une désoccidentalisation du monde. Un grand chercheur singapourien, Kishore Mahbubani, évoque l'idée sur laquelle nous sommes en train de vivre la fin d'une parenthèse de 4 siècles de domination occidentale, évidemment, eu égard à la mondialisation acquise grâce à la puissance industrielle qui a émergé à la fin du XIXe siècle, que ce soit au Japon, que ce soit en Europe occidentale ou aux États-Unis. Et oui, donc, on est évidemment à l'aune d'un bouleversement stratégique. C'est ce qu'on a voulu dire avec mon collègue Pierre Morin, chercheur dans mon institut, en évoquant le fait que le G7 était en train de perdre de sa superbe et qu'il ne correspondait plus à ce qu'il était supposé représenter, c'est-à-dire les économies les plus dynamiques. Oui, mais la faute à qui ? Est-ce que ce sont les Occidentaux qui se sont tirés des balles dans le pied depuis quelques années et maintenant qui ne peuvent plus marcher sur leurs deux jambes ? Il y a un petit peu de la faute à tout le monde et en fait une conjoncture. Premièrement, cette conjoncture a commencé avec des crises cycliques. La crise pétrolière dans le milieu des années 70, puis le démantèlement de nos certitudes, ou la remise en cause de nos certitudes avec le démantèlement de l'Union soviétique, puis l'immersion, l'entrée ou focalisation sur l'hyperterrorisme qui a de nouveau ébranlé nos certitudes sur notre centralité stratégique. Et puis, bien évidemment, on le voit aujourd'hui, des choix en matière de politique étrangère qui nous engagent, malgré tout, dans des logiques de confrontation qui ne sont pas forcément les plus amènes de créer une communauté internationale dans laquelle les puissances occidentales auraient encore la prégnance. Encore une fois, nous sommes dans un monde pluriel, polymorphe. Il n'y a plus seulement que l'Occident, il y a de nouveaux centres de centralité stratégique, qu'ils soient orientaux ou qu'ils soient méridionaux. Et c'est un petit peu cela dont il va être question à Évian. Comment fait-on pour régénérer le dynamisme des économies qui jusqu'à présent représentait, il y a encore 20 ans, près de 45% de l'économie mondiale. Aujourd'hui, on est plutôt proche de 30% en ce qui concerne les 7 pays du G7 et qui sont de plus en plus concurrencés par des économies qui sont plus qu'émergentes. Elles sont déjà émergées, elles sont en tout cas très concurrentielles avec les puissances du G7.
Oui. Alors, si on comprend bien, il y a, si je vous suis, hein, en tout cas, c'est cette logique de bloc qui aujourd'hui n'existe plus, c'est-à-dire que le bloc occidental s'est tellement disloqué que aujourd'hui c'est difficile d'avancer ensemble. Il suffit de voir le Conseil pour la paix qu'a proposé le président américain Donald Trump lors du sommet de Davos. Ce ne sont pas des pays occidentaux, d'ailleurs ils sont minoritaires. Ce sont plutôt des pays orientaux ou des pays du Sud global qui rejoignent une approche transactionnelle, confrontationnelle proposée par les États-Unis. Disons que la logique de bloc fait qu'aujourd'hui, celui qui incarnait le modèle ou la capacité d'attraction, pour ne pas dire le maître étalon, que ce soit sur la démocratie, que ce soit sur le capitalisme économique, que ce soit sur l'attrait du libéralisme, nommément les États-Unis, ne répond plus à ces définitions. Donc on a un bloc qui s'est délité au sein du bloc occidental, avec un certain nombre de pays dits du Sud global qui se sont rapprochés des États-Unis, confirmant le fait qu'il n'y a d'ores et déjà plus de bloc en tant que tel. Ensuite, deuxième élément, au sein du bloc occidental, il y a des différences et des divergences d'approche, que ce soit le Japon, que ce soit le Canada ou les pays européens qui composent le G7, l'Italie, la France, l'Allemagne et accessoirement la Grande-Bretagne, même si elle n'est plus membre de l'Union européenne, plus l'Union européenne, sont dans des logiques où le G7, qui avait vocation à représenter une convergence économique, représente davantage un projet civilisationnel. L'idée selon laquelle la démocratie ne serait que conjointement liée à l'émergence d'un libéralisme économique. Et ça, évidemment, c'est battu en brèche, car il y a d'autres formes d'approche vis-à-vis de la démocratie. On le voit par rapport à des pays que vous avez cités, notamment l'Inde, qui lui aussi peut exhiber d'une forme de démocratie régionale et en même temps d'un dynamisme économique. C'est d'ailleurs, si l'on calcule bien le poids des PIB mondiaux, l'Inde serait à la 5e place et donc aurait toute sa place dans le G7. On voit bien que cette vision un peu égocentrée, ethnocentrée d'un conditionnement de l'économie mondiale autour des puissances nées de l'ordre international de 1945 a volé en éclats depuis une dizaine d'années. Oui. On sait, vous comme moi, Emmanuel Dupuis, que la nature a horreur du vide. Alors si l'ordre mondial ne tourne plus autour des Occidentaux, autour de qui il va tourner ? Alors il y a plusieurs approches et pour l'instant c'est ça qui est passionnant et intéressant à regarder, c'est qu'il n'y a pas encore de réelle opposition ou de réelle concurrence, en tout cas structurée comme telle. On a souvent opposé les BRICS d'un côté, puis le G7. On a aussi l'idée selon laquelle l'Organisation de coopération de Shanghai, regroupant les pays d'Asie centrale, plus la Chine, plus l'Inde et la Russie, pourrait être ce bloc oriental qui ferait face au bloc occidental. On pourrait aussi penser que le Sud global, c'est-à-dire en gros les 120 pays qui composent le mouvement des non-alignés, une petite ONU, sans toutes les contraintes administratives ou politico-administratives de l'Organisation des Nations Unies, pourrait représenter l'émergence d'un tiers-monde, appelé comme ça dans les années 70-80, ou un monde tiers, une altérité stratégique, ni Moscou ou Pékin, ni Washington, entre les deux. Et là, de ce point de vue, on voit bien que l'Union européenne pourrait sortir, entre guillemets, de cette définition d'un bloc occidental pour se positionner vers un partenariat, une Europe plus élargie, une Europe en tout cas plus à l'écoute de ses partenaires eurasiatiques d'un côté, eurafricains de l'autre, et bien évidemment en lien avec la Méditerranée qui fait une jonction avec et l'Asie et l'Afrique. Oui. Est-ce que l'Europe en est capable ? Très honnêtement, parce que les Européens ne sont pas souvent capables de s'entendre, même entre eux, pour prendre un certain nombre de décisions. Lorsqu'il s'agit de l'extérieur, est-ce que là, ils sont capables justement d'avancer ensemble ou alors, encore une fois, ça dépend des uns et des autres. Parce que l'échiquier politique en Europe, il est quand même très, très divers. Entre l'Italie et l'Espagne, il y a presque un monde. Oui, alors il y a des polarités encore plus significatives entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe, entre les pays qui restent atlantistes et les pays qui veulent demeurer profondément attachés à une Europe européenne, bref, être autonome stratégiquement. La France en est un exemple prégnant, ou la Grande-Bretagne qui regarde de moins en moins du côté de Washington et regarde de plus en plus du côté, de l'autre côté de la Manche, d'ailleurs avec des bruits insistants comme quoi
il aurait fallu ne pas sortir de l'Union européenne, peut-être même y revenir. Alors la notion européenne la notion de l'Europe ou de l'inaction européenne ou de l'inexistence d'une politique européenne de sécurité et de défense, une politique étrangère commune, est un phénomène évidemment que les 20 dernières années ont particulièrement mis au goût du jour, si je puis m'exprimer ainsi, avec une inaction européenne, une incapacité à décider à 27. Mais ce que l'on observe ces derniers temps, c'est que la notion d'Europe est très élastique. Premièrement, un certain nombre de pays vont rentrer dans l'Union européenne, qui fait que d'ici 10 ans, ce ne seront pas 27, mais peut-être 37 pays européens, avec les 6 pays des Balkans occidentaux qui restent à intégrer. Le Monténégro est quasiment au seuil de la porte de l'adhésion, et bien évidemment une accélération fast-track, accélérée pour la Moldavie et surtout l'Ukraine, qui va changer la nature de l'Union européenne en tant que telle. On parle même potentiellement d'une adhésion de l'Islande ou une adhésion de la Norvège qui avait refusé pour la Norvège 2 fois de rentrer dans l'Union européenne. On évoque même l'idée selon laquelle le Canada ne serait pas potentiellement le 51e État américain, mais peut-être le 28e État européen, avec désormais 47% des Canadiens qui seraient prêts à ce que le Canada rejoigne l'Union européenne. Donc on voit bien que l'Europe est une notion un peu évasive, évanescente même, et que vous l'avez rappelé, Rachid, il y a des polarités internes à l'Europe. Ça veut dire qu'il y a sans doute un certain nombre de réflexions à avoir sur le processus décisionnel européen qui est bloqué par la règle de l'unanimité, la règle du consensus. Il faudrait sans doute avoir une Europe à plusieurs vitesses. On parle désormais d'un G8 qui regrouperait les 8 économies européennes les plus dynamiques. On appelle ça aussi la coalition des volontaires. On appelle ça aussi, où on peut l'indiquer comme tel, les pays qui peuvent et qui veulent, les pays qui ont la capacité financière, qui appartiennent à la zone euro singulièrement, les pays qui ont la capacité militaire, c'est-à-dire celles qui peuvent éventuellement remplacer les États-Unis quand il s'agira de garantir la sécurité de l'Ukraine, ou des pays qui ont un fort substrat diplomatique, et notamment qu'ils sont en capacité d'influer sur les décisions internationales. La France l'a très bien montré quand elle a co-présidé la réunion visant à la reconnaissance de la Palestine avec l'Arabie saoudite, entraînant une dizaine de pays pour la reconnaissance de la Palestine. Oui. Qu'en est-il, selon vous, de ce qu'on appelle la région MENA, c'est-à-dire qui regroupe voilà, l'Afrique du Nord et puis une partie du Moyen-Orient, où quand même assez concentré voilà, un certain nombre de richesses. Est-ce que, selon vous, c'est voilà, une partie du monde qui peut aussi compter dans cette recomposition mondiale ? Oui, mais le problème, c'est que la guerre en Iran, ou en tout cas les 2 dates significatives du 7 octobre 2023, l'attaque du Hamas sur le territoire israélien, et le 28 février 2026, montrent bien que la zone ANMO, Afrique du Nord, Moyen-Orient, ou Middle East, North Africa, que vous évoquez, n'a pas autant de cohérence qu'il n'y paraît. Premièrement, la plupart de ces pays qui appartiennent aux mêmes organisations, peu ou prou la Ligue arabe, peu ou prou l'Organisation de coopération islamique. Bien sûr, il faut se désoler du fait que l'Union du Maghreb arabe, qui sur le papier existe depuis 1989, n'a jamais réellement vu le jour. Mais on constate, en tout cas vis-à-vis de la question israélo-palestinienne, ou par rapport à la guerre en Iran, ou par rapport au blocage du détroit d'Ormuz, qu'il n'y a pas forcément autant de convergence qu'il n'y paraît. Le président Donald Trump, d'ailleurs, l'utilise à dessein, puisque ces dernières heures, il a évoqué le fait qu'un éventuel accord de paix sur 30 ou 60 jours vis-à-vis de l'Iran devrait être accompagné de l'approfondissement des accords d'Abraham. Et on voit bien que la zone ANMO, Afrique du Nord, Moyen-Orient, ce ne sont pas seulement que des pays qui appartiennent à la Ligue arabe, au Conseil de coopération du Golfe ou à l'Organisation de coopération islamique, mais avec l'État d'Israël. Et on voit bien que cette volonté de faire en sorte qu'au-delà du Maroc, au-delà du Soudan, au-delà de Bahreïn, au-delà des Émirats arabes unis, en destination précisément du Koweït, du Qatar, de la Turquie, du Pakistan et de l'Arabie saoudite, le président américain entend refaçonner, sans doute avec le chuchotement du Premier ministre Benjamin Netanyahou, un nouveau Moyen-Orient. Oui. Est-ce que, alors très, très brièvement si vous le permettez, parce que malheureusement le temps nous est compté, mais est-ce que la situation aujourd'hui que vous êtes en train d'essayer de nous décrire, c'est finalement avoir le jeu de cartes en main et puis mélanger en se disant Inch'Allah, c'est-à-dire que voilà, on ne sait pas quelles cartes vont sortir, on ne sait pas vers où on se dirige avec cette recomposition mondiale? Je crois qu'il faut prendre l'exemple du Maroc
comme un modèle. Il faut que, ou plutôt le Maroc est le portrait robot d'un État intégrateur, d'un État qui a une diplomatie à 360 degrés, un État qui utilise son historicité et sa géohistoricité ou sa géographie historique. C'est ainsi que le disait un géographe à la fin du XIXe siècle, Élisée Reclus, avec l'idée selon laquelle on est dans son environnement régional, en se plaçant dans son environnement régional et en percevant l'idée sur laquelle il faut avoir une diplomatie agile, multidimensionnelle, pour ne pas dire multipolaire ou multinationale, avec une diplomatie, comme je le disais, à 360 degrés. Et c'est ainsi que les États doivent concevoir leurs relations de bon voisinage. Il ne s'agit pas de choisir sans avoir une stratégie. Il est au contraire nécessaire de penser les relations internationales dans des logiques transcontinentales, transocéaniques, une certaine forme de verticalité qui unit la partie occidentale du continent européen et la partie occidentale du continent africain, une logique plutôt verticale, comme je disais, une logique horizontale qui fait que entre les États-Unis d'un côté, les pays de l'Union européenne et les pays du Golfe Persique, il y a des convergences stratégiques et il faut aussi avoir à l'esprit qu'on ne se positionne pas contre un adversaire, mais on se positionne avec des partenaires. Et c'est ça un peu la matrice des relations internationales des années à venir. Merci beaucoup Emmanuel Dupuy de nous avoir apporté cet éclairage. Merci encore d'avoir été présent dans la matinale de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes analyste politique et président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci encore et excellente journée à vous. Merci à vous Rachid.